il y a des dynamiques sociales qui font que, malheureusement, il y a des milieux dans lesquels tu n'entreras pas. Désolée, ça peut être un peu fataliste. Travailler, se donner les moyens de réussir. Et puis, il faut s'engager. Peu importe ce que c'est, il faut s'engager dans une association. Il faut être utile, il faut sentir le besoin de s'engager. Aujourd'hui, on a des jeunes, désolée de le dire, mais qui ne se sentent même pas concernés par tout ce qui se passe autour. C'est aussi lié au fait qu'on a toujours entendu que dans le public, les salaires sont bas et que les fonctionnaires sont pas rémunérés, ils ne travaillent pas, c'est le secteur privé qui travaille. Moi, je commence parfois mes journées à 9h30, je finis à 22h. Donc, quand tu me dis que dans le service public, on ne travaille pas, à quel moment, en fait? Donc, du corps de l'État. La noblesse d'État, c'est quoi les salaires à peu près? Tu as des salaires qui partent de 10 000 dans le public. Hein. Là, on parle de salaire, on ne parle même pas de... oui, par mois. Des privilèges. On ne parle pas de... Chaque produit raconte une histoire et dans les coulisses de ces histoires, il y a des doutes, il y a des rêves, il y a des déclics. Podor Story, c'est le podcast qui part à la rencontre des personnes qui construisent, qui entreprennent et qui transforment le monde. Bienvenue encore dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle. Je vous invite tranquillement à vous installer, voilà, à partager le lien à quelqu'un, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et puis, on est parti. Hello. 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 Vous allez bien? Très bien. Adjara, Ça va. ça va? Ça se voit qu'on a déjà fait le brise-glace. Oui, on a déjà brisé la glace. On a déjà brisé la glace, voilà. De toute manière, chez nous, on est à l'aise. Hein. On est tranquille, on est dans un cadre vraiment où on s'exprime, on dit tout. On dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Des révélations à nous faire Non. Ça marche. Sinon, en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ça fait quand même un petit moment qu'on en parlait et tout, mais je sais que ton emploi du temps est quand même assez très compliqué, très chargé, voilà, un agent public. Bon, je vais pas trop en dire, toi-même tu vas te présenter bientôt. Donc, voilà, et si tu vas te présenter aujourd'hui aux personnes qui te découvrent, qu'est-ce que tu dirais? Donc, moi, c'est Adjara Ouedraogo. Je suis agent public. Donc, je suis chargée de mission emploi, attractivité, compétences au ministère de l'Agriculture. Un ministère pas très connu, mais assez utile dans la richesse française. Voilà, donc je travaille sur des politiques d'attractivité des filières agri-agro. Donc, autant auprès des entreprises agri-agro, mais aussi auprès des salariés. Voilà. Très technique tout ça. Mais tu vas nous en parler et tout. Oui. Et j'ai toujours Anaïs aussi avec moi, qui m'a rejoint. Voilà, toujours, Anaïs. Toujours. Je pense que j'ai plus besoin de faire des présentations. Ouais, je pense que tout le monde connaît l'histoire désormais. Mais en tout cas, ravi d'être là et d'avoir une invitée qui sort un peu du cadre de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Exactement. Et qui va pouvoir du coup éclairer un peu la jeunesse sur tout ce qui est secteur public, ministère. Tu sais, c'est des endroits qui sont pas forcément hyper connus. Donc, pouvoir démocratiser ça, c'est intéressant aussi. Ouais, je suis totalement d'accord. Je peux répondre. D'ailleurs, parlant de jeunesse, je suis engagée auprès de la jeunesse. D'accord. En France, depuis 5 ans, mais en Côte d'Ivoire, depuis depuis l'école primaire. Ah, donc, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Ok, donc tu parles de la Côte d'Ivoire, t'es ivoirienne, c'est ça? Oui. Ok, grandi en Côte d'Ivoire? Oui, donc moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait toutes mes études en Côte d'Ivoire, mes études primaires, secondaires. J'ai fait aussi une licence en Côte d'Ivoire après le bac. Okay. J'ai fait le lycée classique d'Abidjan. Ensuite, j'ai fait J'ai l'impression IUA. qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde fait à peu près les mêmes écoles. Les mêmes écoles. C'est un lycée d'excellence. C'est un lycée d'excellence, c'est ce que j'ai appris. Oui, c'est toujours les mêmes écoles. Voilà. Parce que la plupart qui sont partis en prépa aussi, ils ont tous, enfin pas tous, mais il y a beaucoup qui ont fait le lycée classique aussi. D'accord. Ouais. Donc, comme je disais, lycée classique, IUA. Donc, je me suis orientée en sciences politiques. D'accord. Donc, elle savait déjà ce qu'elle voulait. Pas forcément. Comme quoi, quand on est jeune, il faut s'explorer. On aura l'occasion aussi de revenir là-dessus. Mais je savais pas trop ce que je voulais. Mais la première fois que j'entends parler de sciences politiques, c'était en terminale. C'était mon prof de philosophie. D'accord. Qui parle de Sciences Po, parce qu'on a des auteurs comme Spinoza, on a aussi des auteurs comme Durkheim, comme aussi Bourdieu. D'accord. Là, je ne savais pas qui était Bourdieu réellement, mais... Tu as découvert après... Mais après, en faisant sociologie politique, j'ai su qui était Bourdieu réellement et là, son apport, notamment en termes de reproduction sociale, éducation, réussite, et autres. Voilà. Okay. Donc, je disais IUA, et après IUA, j'ai une licence, et là, je fais Campus France.
comme peut-être vous aussi, je ne sais pas. Donc, je fais Campus France et après, Campus France et je suis prise à Paris 1, à la Sorbonne. Donc, en parlant de parcours, j'ai 2 licences. Donc, j'ai une licence en sciences politiques, études africaines à l'Institut universitaire d'Abidjan. Et après, j'ai fait une licence en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après un Master 1, je me suis spécialisée en sociologie des institutions politiques parce que je voulais devenir collaboratrice d'élus. D'accord. Voilà. On va en parler. On va en parler, oui. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un Master 2 en affaires publiques et administration du politique. Voilà. Ok. Après ça, j'ai fait aussi un stage. Peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en parler. Mais je vois que très rapidement, tu as su en fait que la politique, c'était quelque chose, enfin ton truc. C'est quoi? C'est vraiment l'école ou bien déjà même les médias aussi? Ou bien est-ce que l'environnement dans lequel tu as grandi a aussi participé, favorisé cet intérêt pour la politique? Donc, en sociologie politique, on dit que les individus réactivent les choses qu'ils ont incorporées. Donc, on va mobiliser des auteurs comme Bourdieu, Gaxi, des savoir-faire qu'ils ont incorporés. Et ensuite, au fur et à mesure, ça se construit. On va mobiliser des thèses de Nona Meyer. Nona Meyer, c'est sociologue qui a travaillé sur le Front National, sur le FN, sur la radicalisation. Et du coup, elle dit, quand tu étudies la structure organisationnelle, quand tu étudies le parcours de vie des individus, notamment du Rassemblement national, tu te rends compte que, en fait, les idées qu'ils prônent viennent, en fait, de leur parcours de vie, en fait. Donc, il faut penser les individus en termes de parcours de vie. Donc, oui, il y a une scène qui est très anodine, qui semble anodine pour beaucoup de personnes, mais quand j'étais plus jeune, mon père écoutait beaucoup les discours de Mobutu. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Et du coup, très petite, j'ai été socialisée dans ce milieu où j'entendais des discours politiques. Et puis, à l'école, de mes frères et sœurs, moi, j'ai pas grandi en famille, j'ai grandi à l'internat. D'accord. Voilà. Donc, j'ai été éduquée par C'est encore un autre microcosme. Ouais. Voilà. J'ai grandi à l'internat, j'ai été éduquée par des sœurs. Voilà. Et là-bas, on t'apprenait déjà le leadership et tout ça. Donc, après, ensuite, au lycée, comme j'ai dit, très tôt au lycée, je me suis engagée dans une structure ça s'appelait CAMUA, lutte contre les droits. Mais très vite, je suis une enfant très énergique, comme on dit. Voilà, très énergique, quelqu'un qui a envie de prendre la parole, parce que je viens d'un milieu où on ne prend pas la parole. Je suis aussi d'origine burkinabé. Certes, les femmes existent dans l'espace public chez les burkinabés, mais c'est au moment de la transmission du trône. Donc, après, quand elle transmet le cheval royal à l'homme, là, elle s'efface. Donc, je viens d'un milieu où on ne parle pas. Donc, il y avait beaucoup une culture du silence. Du silence. Donc, à l'école, on me dit, tu as le droit de parler, il faut parler. Donc, progressivement, ça fait que mes choix se sont orientés dans des milieux où on prend la parole. J'ai été engagée très tôt, association aussi en Côte d'Ivoire, Africa New Mindset, je vous fais un clin d'œil. Voilà. On a recommencé les dédicaces dans le podcast. Nous ici, on dédicace beaucoup. Hein. Oui, donc voilà, du coup, je pense que ça s'est construit un peu là, mais c'est aussi lié à la personnalité aussi. Non, je suis d'accord avec toi. Même moi, j'aimais beaucoup la politique. Pourquoi? Parce que mon père a fait l'ENA, tu vois, et il y avait beaucoup de documents administratifs à la maison. Il y avait aussi, on suivait beaucoup les trucs politiques, il fallait suivre le journal. Donc, toutes ces choses-là, en fait, en vrai, ça te façonne. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Absolument. Et une anecdote, mon père me faisait lire ses journaux. Il en était tellement fier. Parce que j'étais petite, très jeune, et ils m'ont dit à ses amis, ma fille sait lire et tout. Sauf que moi, on me faisait lire des journaux au CE2. Je sais pas si vous en rendez compte, mais il commençait déjà à te préparer à ton avenir. Indirectement, tu sais. Je sais même pas si, il n'est plus aujourd'hui, mais je sais même pas si il avait peut-être conscience à ce moment-là que je suis en train de préparer ma fille à ça. Et puis après, dans l'entourage familial aussi, mon papa aussi a été ministre et tout, des ministres de l'énergie. Donc, il y a tout ça aussi qui influence aussi les choix, les parcours. Mais au milieu de mes frères, il n'y a pas quelqu'un qui a fait Sciences Po. T'es la seule et tout. Donc, moi, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé de Bourdieu, de reproduction sociale. Je vois aussi, comme nous aussi, tu as grandi en Afrique. Oui. Tu es venu, tu as réussi à t'intégrer même dans le secteur public ici. Oui. Je suppose que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. En termes de construction et même d'orientation déjà, et même de retrouver sa place dans le secteur public ici, en fait, comment ça s'est passé déjà? Est-ce que tu as rencontré des difficultés personnellement?
Et pourquoi aussi tu penses, et je vais peut-être m'aller loin, c'est-à-dire que pourquoi il y a une sous-représentation quand même des minorités ou de la diversité, comme on le dit, dans ce genre d'espace, généralement en France. Donc déjà, il y a beaucoup de choses, hein, j'ai dit. Il y a beaucoup de choses. Je vais répondre déjà à la première question, comment ça s'est fait. Donc moi, j'arrive en France en 2018, ça fait pas longtemps. Hein. Okay. J'arrive en France en 2018. En 2019, comme je disais, avant Abidjan, j'étais déjà engagée dans une asso. Donc là, je cherche, j'ai envie de m'engager, je m'ennuie. Et puis, j'ai envie de découvrir le milieu dans lequel je me trouve. Savoir où est-ce que je suis, en fait. Savoir... pas aller à l'université, oui. Faire Châtenay-Malabry, Paris, oui. Mais après, quoi, tu fais quoi, en fait? Donc, j'ai envie de savoir où est-ce que je me trouve. Et puis, je suis politiste. Donc, quand on est politiste, en général, on a des parcours militants. Dans ma classe, c'est des gens qui sont engagés dans des partis politiques. Moi, je ne me retrouve pas dans la sphère politique. J'ai envie de m'engager, j'ai envie de faire quelque chose pour la jeunesse. Et tout à coup, un soir, je tombe sur Facebook, je vois une annonce, Conseil parisien de la jeunesse, postulé. Il faut savoir que Paris, c'est une grande ville. Donc, dans les autres villes, quand on choisit les élus, on passe par une élection, donc, puisqu'on n'est pas nombreux, donc on a le temps. Paris, c'est une grande machine. Donc, ça se fait par tirage au sort. Et comme par magie. Par tirage au sort? Oui. Mais comment ça se... Oui, ça se fait par tirage. En fait, ça se fait par tirage au sort auprès d'un huissier public avec l'élu en charge de la jeunesse. D'accord. Annuellement. Donc, il y a des candidatures. Donc, il y a plus de... Parfois 500 000 et tout. Et on fait les tirages au sort. On va tirer 100 candidats avec un critère de parité hommes et femmes. Ah ouais. Voilà. Donc, je ne savais pas que ça se passait par tirage au sort. Oui. Mais en fait, c'est parce qu'il y a tellement de candidats que c'est d'organiser. C'est même pas qu'il y a tellement de candidats, c'est que comme Paris, c'est une grande machine, c'est grand, on se dit, a priori, il y a beaucoup de candidats. Mais il n'y a pas beaucoup de candidats parce que ce n'est pas connu. D'où c'est l'occasion aussi d'en parler. D'accord. Parce que quand on vient d'Abidjan ou quand on vient de certains milieux et que notre père, il n'a pas été ministre en France ou il n'a pas été... Tu ne vas pas te retrouver dans ces milieux-là si tu n'y vas pas. Donc, j'invite aussi les jeunes à s'intéresser aussi à l'engagement, à parler politique très tôt quand on est jeune, dans ce qu'on appelle les assemblées de délibération, les assemblées publiques, qui permettent aux jeunes aussi déjà d'apprendre l'exercice, en fait, d'exercer la fonction politique ou peut-être administrative aussi. Voilà. Donc là, je suis tirée au sort en 2019 et je deviens membre du Conseil parisien de la jeunesse. Sauf que je deviens membre du conseil parisien. Il y a plusieurs membres, mais il y a 100 personnes. Donc, au fil du temps, il y a des gens qui vont plus venir, pas s'engager. Mais moi, je m'engage réellement. Donc, je participe à la vie de l'instance, voilà, aux séances plénières, avec la maire, avec les lieux en charge de la jeunesse. Je représente aussi la ville quand il faut représenter la jeunesse. C'est comme ça que je fais des rencontres aussi. Et après ça, mon engagement ici vers sa fin. Mais une année avant, il y a le comité d'éthique de la police municipale de Paris qui est créé. Et là aussi, on veut aussi avoir des jeunes, en fait. Parce qu'on est dans un moment où le débat est cristallisé entre police et jeunesse. Vous savez, je ne vous apprends rien. Ouais. En France, où on a une défiance vis-à-vis des autorités. Tout à fait. Voilà, de l'institution politique ou publique. Donc, on a aussi une baisse aussi de la participation en termes de vote. Donc, on veut aussi retrouver, en fait, ces jeunes-là, co-construire les politiques publiques avec les jeunes. C'est comme ça que je suis désignée par le Conseil parisien et nommée par arrêté municipal par la maire de Paris, au sein du comité d'éthique où je rencontre des personnes comme Jacques Toubon, voilà, qui a été ministre de la Justice, défenseur des droits, qui a aussi une carrière diplomatique, qui a été député européen, député national. Je rencontre Jacques de Maillat, qui est un sociologue. Je rencontre Marie-France Onégé, qui était l'ancienne chef des polices, l'IGPN et tout ça. Donc, il y a ces figures, il y a des rencontres que tu fais et là, ton canet aussi se construit. Il ne faut pas qu'on se dise, on va revenir sur Bourdieu. On parlait de comment le capital social qui se construit, mais aussi le capital social qui se construit à l'université. Parce que c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi, c'est hyper sélectif. À Paris 1, c'est le master, 2900 candidatures, et 15 places, on n'en choisit que 14. Donc, c'est extrêmement sélectif quand tu viens d'Abidjan. Bravo déjà, bravo. Voilà. Donc, quand tu viens d'Abidjan et que tu te retrouves là, tu te rends compte que c'est aussi, c'est une grâce, faut le dire aussi. Donc, c'est pas anodin, en fait. Il y a le fruit du travail derrière, mais c'est pas anodin de se retrouver là. Quand dans ta classe, tu es la seule noire ou, vous êtes 2 ou 3, c'est pas anodin. Vous êtes sous-représentés. On va revenir là. Et après ça, je reviens rapidement sur le conseil parisien, parce que, en fait, je reviens dans mes études en même temps, parce que ça se fait parallèlement à mes études. Okay, d'accord.
Voilà, ça se fait pas à un moment ex nihilo, ça se fait au moment des études. Donc, en même temps que je suis à la fac, en même temps que je suis engagée à la ville. Et après, il y a aussi la NACEJ. La NACEJ, c'est le conseil, c'est le Conseil national des enfants et des jeunes. C'est un réseau fédération d'éducation populaire de 542 collectivités territoriales, 16 fédérations d'éducation populaire. Donc, la NACEJ, c'est un réseau national des acteurs, des élus en charge de la jeunesse et de la participation citoyenne et enfance. Donc, je représente la ville de Paris dans ce réseau-là, parce que la ville de Paris, elle finance aussi, elle fait des dotations, ce qu'on appelle des dotations publiques. Les collectivités territoriales font des dotations aux associations, l'État aussi. Donc, la ville de Paris, elle est membre du conseil d'administration. Donc, elle m'envoie au sein de la NACEJ, elle envoie 2 personnes au sein de la NACEJ chaque année pour représenter sa position, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut aussi. Elle est militante aussi pour la co-construction des politiques publiques. Donc, elle envoie les jeunes aussi à travers cela pour apprendre. Et du coup, à travers cette association, tu voyages aussi, tu découvres la France. Parce que tu vas auprès des collectivités territoriales, tout ça. Okay. Tu voyages aussi en Europe. Okay. Parce qu'on a été aussi en Europe, en Suisse, au sein du Parlement fédéral suisse, pour parler secret défense, blablabla, tout ça. Enfin, c'était même pas publié, c'était un peu public. Voilà. Donc, il y a tout ça qui s'opère. Et ça crée un capital. Quand on va revenir, je vais revenir sur ça. Ça crée, là, ce sont des exemples palpables. Ça te crée un capital et tout. Ça te permet de pouvoir rencontrer des élus, de savoir ce que c'est, de pouvoir rencontrer la fonction publique. Mais quand on est politiste, on connaît les dossiers, on est technique un peu, mais on ne connaît pas les dossiers au fond. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans un cabinet ministériel, l'administration est là au service du politique, en fait. Et qu'est-ce que l'administration fait? L'administration produit de la technique. Donc, moi, j'ai toujours voulu combler cette dimension technique, en fait. Donc, à la fin du master, moi, je ne vais pas faire un stage comme mes amis vont à l'Assemblée et tout. Il y a aussi le fait que, à ce moment-là, je ne suis pas encore française. Okay. Il faut le dire. Je ne suis pas encore française. Après, ce n'est pas parce que tu n'es pas française que tu peux pas faire un stage à l'Assemblée nationale. Mais pour faire un stage à l'Assemblée nationale aussi, il faut mobiliser le réseau. Effectivement. Il faut mobiliser le réseau. Tu as le réseau, mais bon, tu n'es pas française, il faut le dire. Donc ça, à un moment, tu sens le plafond de verre, tu le sens. On ne te le dit pas quand tu postules, mais sens c'est ressenti. Que c'est parce que derrière, tu n'es pas française que la question, elle se pose. Du coup, je me dis, why not faire un stage dans l'administration publique? Donc là, je vais au rectorat de l'Académie de Versailles. Je suis collaboratrice au sein du cabinet de la rectrice chargée de mission. Donc, je l'accompagne dans ses déplacements. Parce que être colac, c'est pas être collaborateur auprès d'un élu, mais c'est aussi être collaborateur auprès de l'exécutif. Okay. Donc, du coup, je vais dans la partie technique. Je vais dans la partie technique. Et voilà, progressivement. Et après aussi, j'ai la nationalité aussi qui arrive après. Qui vient. Et j'ai une question. C'est quoi ton rapport par rapport... c'est quoi ton rapport justement à la nationalité française? Comment tu envisages le fait de changer de nationalité potentiellement, etc. Comment tu te projettes vis-à-vis de ça? Comment est-ce que je me projette, c'est-à-dire? Est-ce que tu te projettes déjà à changer de nationalité? Mais j'ai déjà la nationalité. Ah, tu as déjà changé de nationalité? D'accord. Ça s'est fait. En fait, là, comme je savais 6 ans que je suis en France, mais très rapidement. Tu as acquis la nationalité française? D'accord. Tu as lancé la procédure. Voilà. Oui, parce que le droit. Que nous dit le droit? Le droit nous dit, quand on est étudiant internationaux et quand on a un diplôme d'études supérieures en France, oui, on peut demander la nationalité française. D'accord. Voilà. Mais c'est une question que je pose parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent par rapport à ça. Oui. Et qui remettent en cause potentiellement le fait de changer de nationalité, de se déraciner un peu par rapport... Après, tu peux rester binational. Oui, ça dépend dans quel pays. Il y a des pays où on ne change pas de... Quand tu as changé, tu as changé. Hein. Oui, je sais qu'après, il y a des dispositions, la loi, en Côte d'Ivoire, parce que là, on est en train de politiser le sujet. Oui, ça, c'est encore un autre sujet, c'est vraiment l'âge. On ne va pas peut-être entrer là-dedans parce qu'on a la question qu'il faut répondre. Ouais. Mais, il y a des dispositions légales qui font que si la nationalité t'est proposée, tu ne paies pas ta nationalité d'origine. D'accord. Donc, moi, je suis encore binationale et j'ai mes 2 passeports. Donc, je suis ivoiro-française. D'accord. Voilà. Je ne dis pas franco-ivoirienne, mais je dis ivoiro-française parce que je suis d'abord ivoirienne avant de devenir française. D'accord. Donc là, maintenant, je suis à la fois ivoiro-française, mais je suis ivoiro-française. Voilà. OK.
Et ouais, pour reparler de... Oui, vas-y. Oui, donc, est-ce que tu pourrais rebondir? Parce que là, j'ai parlé de comment est-ce que ça s'est fait, Oui. comment est-ce que je suis rentrée dans l'institution. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée. Voilà, donc après ça, brièvement, je vais revenir rapidement. Après ça, je suis allée en prépa, qu'on parle d'orientation. Ok. Donc, j'ai fait mon stage au cabinet de la rectrice. Et là-bas, j'ai découvert la fonction publique. Enfin, la fonction publique, je la connaissais déjà un peu parce que quand on fait Sciences Po, on ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas. L'État, c'est l'objet d'étude de la science politique. Donc, on étudie l'État, on étudie les institutions, on étudie comment est-ce que les choses se mettent en œuvre, comment est-ce que les discours se construisent, comment est-ce que les politiques publiques sont élaborées. Mais c'est une chose de les étudier et une chose aussi de les mettre en pratique. Okay. Donc, je vais en stage et là, je découvre, ah oui, mais c'est pas mal, c'est intéressant et tout. Donc, je poursuis pour l'INSP. L'INSP qui est l'ENA, qui est l'ancienne ENA, parce qu'il y a eu la réforme avec la loi Macron, tout ça. Ok. Donc, l'INSP, qui est l'ENA, l'École nationale d'administration. Donc, c'est l'Institut national du service public maintenant. Donc, la rupture, c'est qu'il n'y a plus la botte des 15 premiers. Parce qu'avant, quand tu sors de l'ENA, il y a 15 premiers qui peuvent choisir les grands codes de l'État. On va aussi revenir quand on va parler de Bourdieu. Comment est-ce qu'on se retrouve dans les grands codes de l'État? Ou peut-être qu'on aura l'occasion aussi lors d'un autre podcast. Peut-être, ouais, tu reviendras. Je crois qu'on va refaire un autre. Ouais. Elle a trop de choses à dire. Donc, parler. Donc, là, après mon truc, je poursuis pour l'INSP, je suis acceptée. Sauf que là encore, j'ai toujours pas la nationalité. Donc, il y a déjà une procédure qui est déjà enclenchée. Le temps que la décision sorte, ça a mis un peu de temps. Du coup, j'ai pas pu finalement intégrer l'INSP. On m'a proposé l'IRA. L'IRA, j'ai passé... Oui, l'IRA, c'est l'Institut régional d'administration. Okay. C'est quoi la différence avec l'INSP? La différence, c'est que l'IRA comme l'INSP, c'est encore à vocation interministérielle. Sauf que ceux qui font l'IRA, ils sont cadres. Ils sont tout de suite, ils sont pas sur des postes d'encadrement. Quand on fait l'INSP, tout de suite, en premier poste ou en deuxième poste, on peut déjà être chef de bureau. Okay. D'accord. Voilà. Donc, l'IRA, ce sont les attachés d'administration et l'INSP, ce sont des administrateurs d'État. D'accord. Voilà. Okay. Donc, quand on parle des A+, et tout, les A+, avec le statut particulier, la possibilité de faire... Là, on fait un peu de sciences politiques, la possibilité de faire des allées-venues entre le privé et le public. De toute façon, on va revenir, quand on va parler encore. Je pense que ça... C'est encore un autre sujet. Il y a trop de trucs, oui, effectivement. Voilà, ça, mais oui, sujet. Juste pour recentrer rapidement, je comprends déjà que c'est très sélectif. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès. Il faut le dire aussi parce que tu es brillante quand même, que tu as pu avoir accès. Et aussi, non? Mais tu es brillante, non? Oui. Mais il faut le reconnaître. Oui, voilà. Oui, je suis brillante. Exactement. Nous, on n'a que les invités brillants ici. Voilà. Donc... Et surtout, je pense que le fait que tu te sois engagé aussi, ça t'a permis aussi de développer un certain réseau. Absolument. Qui a permis aussi très rapidement de comprendre beaucoup de choses et tu as pu accéder à ces milieux-là. Donc, est-ce que tu penses, là on parlait de représentativité, est-ce que tu penses que c'est ce que les autres ne font pas ou plutôt il y a d'autres facteurs sociaux qui expliquent ces problèmes-là? Oui, il y a déjà le fait que les autres ne le font pas. Enfin, il faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Il y a plein de dispositifs qui sont mis en place pour permettre à des jeunes de pouvoir, enfin, peu importe le milieu d'où on vient, de pouvoir s'engager. Si on s'engage à la ville de Paris, que ton père il soit ministre ou pas, je ne sais pas moi, que tu sois issu d'une certaine catégorie sociale. Là n'est pas le sujet. Tu es tiré au sort, tu es tiré au sort. Okay. Tu y es. Donc déjà, il faut avoir l'information. C'est ça. Pour y aller. Très important. Donc, l'information, c'est ce qui fait la rupture. Quand tu n'as pas l'information, tu peux pas y aller. C'est pareil dans tous les secteurs. Tu n'as pas l'info. Par exemple, pour investir, tu ne sais pas qui vont investir dans ton... Tu vas pas investir. Exactement. Parce que tu n'en sais rien. Donc déjà, il faut avoir l'information. Donc il faut s'intéresser. Il faut éveiller sa curiosité. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des dynamiques sociales qui font que, malheureusement, il y a des milieux dans lesquels tu n'entreras pas. Désolée, ça peut être un peu fataliste. Mais peu importe le capital, parce qu'on va revenir sur Bourdieu tout de suite, peu importe le capital, il y a des milieux où tu ne vas pas rentrer en fait. Si tu connais personne, tu ne vas pas rentrer. Mon papa me disait toujours, mon père, je vais le citer, les relations humaines sont très, très importantes. Ça veut dire que peu importe le niveau intellectuel que tu as, peu importe le capital que tu as, si tu ne connais personne, désolé, mais il y a des milieux où l'argent, c'est pas l'argent qui te fait rentrer en fait. Exactement. C'est quelqu'un qui attrape ta main pour te faire rentrer. C'est quoi ces milieux-là? Monique Vincent Pinchot parlait des 1% des plus riches en France. C'est un milieu où tu n'y rentres pas parce que tu n'as pas les codes en fait. Oui. Donc on va revenir sur Bourdieu. Donc il y a Bourdieu qui va définir qui va définir sa théorie en opposition à tout ce qui est théorie marxienne, weberienne et tout, qui va venir dire qu'en fait ce sont les capitaux que possèdent les individus
qui crée les inégalités, en fait. Tout Que à fait. à la base, en fait, face à l'école, parce que l'école, c'est une institution qui nous dit qu'on est égaux quand Qui on arrive à nous l'école. dit. Voilà. À travers le droit. En France, on est tous égaux devant la loi, hein, a priori. Sauf qu'en réalité, dans nos cellules familiales, on est avec des inégalités. Ça, ton père, c'est pas mon père. Voilà, donc, et derrière, il y a des capitaux. Il y a un processus de socialisation qui fait que les individus, justement, ils sont inégaux, en fait, à cause des inégalités. Donc, il y a l'espace social dans lequel les individus vont baigner, que Bourdieu va définir, et à l'intérieur de cet espace social qui est régulé à travers les capitaux. Donc, on va avoir le capital économique, ça va être tout ce qui est patrimoine. On va avoir le capital social, ça va être tout ce qui est réseau et tout. On va avoir le capital culturel, donc ça va être tout ce qui est diplôme, ça va être tout ce qui est savoir, ça va être tout ce qui est culture, façon de parler, façon de se tenir, ça va être tout ce qui va toucher l'éthos, tout ça, que Bourdieu appelle aussi. Et on va aussi avoir le capital qui est symbolique, par exemple la position qu'on occupe socialement. Le fait d'être chef d'entreprise ou d'être, je sais pas quoi, les parents de Benjamin Duhamel, par exemple, qui vont qui vont occuper des postes stratégiques, par exemple, dans les médias. Donc, il y a ça qui vont faire que les individus, en fait, au départ, ne sont pas égaux. Et du coup, à travers ces capitaux-là, ces capitaux vont influencer les choix scolaires. Donc, Bourdieu nous parle aussi, à côté de ces capitaux, il nous parle aussi de l'habitus. L'habitus, ça va être l'ensemble des savoir-être, les savoir-faire, les façons d'être, les processus que l'individu va incorporer tout au long de son processus de socialisation. La socialisation aussi, qui est un processus au cours duquel l'individu acquiert des façons de faire, les façons d'être. On a 3 écoles de la socialisation. Il va être la famille, l'école, après l'école avec l'environnement communautalement, et puis après, il va y avoir le milieu aussi professionnel qui vont permettre à l'individu, en fait, d'exister au sein de la société. Donc, quand on prend l'orientation scolaire, par exemple, des élèves qui sont nés en France, parce que là, on parle aussi de ceux issus de l'immigration, on parle déjà, je tiens à rappeler que le thème immigration, pour moi, issu de l'immigration, pour moi, ça ne tient pas. Parce que quand les gens les Français ou d'autres peuples vont à l'étranger, ils sont expats. Ouais. Nous, on est immigrés. Voilà, ils sont expats, ils sont Toi, pas on a créé des mots immigrés. différents. Ils sont expats parce qu'il y a les Français de l'étranger, mais il n'y a pas les Ivoiriens ou les Béninois ou les Togolais ou les Américains ou les Asiatiques de l'étranger. Et d'ailleurs, quand on parle d'immigration, les Africains ne sont pas les premiers immigrés en France. Alors, quand on regarde les Historiquement, chiffres, c'est pas vrai. non seulement historiquement, mais de manière En termes factuelle. de pourcentage, oui. En termes de pourcentage, ce sont pas les plus représentés, en fait. Okay. Ce sont pas les, c'est qui voilà. les plus représentés? Il y a les Asiatiques. Okay. Après, même en Afrique, il y a les Maghrébins. Les Maghrébins, autant pour moi. Et après, il y a les Africains. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Ouais. Mais quand on va politiser, on va grandir. Quand on va monter en généralité, on va agrandir les faits. Donc, on va avoir l'impression que ce sont les plus représentés. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, comme je revenais sur le sujet, quand on est de l'orientation, quand on est issu d'une certaine catégorie sociale et tout, donc quand on est dans les milieux populaires et quand on parle d'orientation, on se rend compte que Parcoursup, c'est quoi? C'est un mot de passe que tu mets, tu te crées un espace et tout, mais derrière, c'est une décision qui semble être individuelle, ça semble être le choix d'un individu, mais derrière, on se rend compte qu'en fait, le choix, il n'était pas individuel. Société. Voilà, le choix, il était collectif. Où derrière, il y a la famille, il y a l'institution scolaire. L'institution scolaire, ça va être quoi? Ça va être le professeur qui va te dire... Enfin, je pense que votre précédente... Anaëlle, on avait parlé. Ça va être l'institution scolaire qui va te dire, oui, tu es bon pour ça, tu es bon pour ceci. Mais ça va être de façon répétée parce que les parents aussi, pendant les périodes d'orientation, vont aller vers les enseignants pour discuter l'orientation. En fait, ça se fait progressivement tout au long du parcours scolaire. Ils vont aller discuter l'orientation. Oui, il est bon pour faire BTS, il est bon pour faire STS. Ce que je dis, c'est très chiffré, c'est très quantifié, c'est le fruit de travaux de, par exemple, des auteurs comme Sophie Orange, dans son texte qui montre que les choix, par exemple, du BTS, STS sont subis, en fait, par les enfants. C'est pas eux qui choisissent d'aller faire
STSG maintenant, ou qui vont faire BTS. Sauf qu'à l'école, on te dit tu es bon pour faire le BTS, je sais pas bon pour les filières générales. Sauf que pour te retrouver à Sciences Po, ou pour te retrouver à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, ou pour faire les études supérieures, des filières générales, il faut faire des filières G, en fait, au lycée. Donc, tu peux pas faire le BTS, STS, tu peux pas. Quand on regarde nos frères qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ils font ces filières, en fait. Donc, ce qui fait qu'ils sont sous-représentés dans les milieux dits élitistes, dans les milieux dits dominants, parce que dès la classe scolaire, il y a déjà un tamis qui se fait. Et en plus de ça, les parents aussi, parce que comme Bourdieu parlait du capital, le capital économique, les études sont coûteuses. Ça, il faut pas se mentir. C'est vrai qu'en France, Dieu merci, voilà. L'école est gratuite. L'école n'est pas gratuite. Bon, on va dire ça comme ça. En fait, l'école est un droit. Hein. Oui, voilà. L'école est un droit. Donc, l'État, en matière de dépenses publiques, va investir dans l'éducation. Ouais. L'État accompagne les enfants de la République, en fait, par rapport au parcours scolaire, étudiantin et tout. Mais derrière, il y a le logement. On va me dire qu'il y a le Crous. Combien d'étudiants sont au Crous, en fait? Combien d'étudiants ont droit à la bourse? C'est des étudiants qui sont issus de classes moyennes qui n'ont pas droit à la bourse juste parce que les moyens, juste parce que le plafond de ressources, il y a 1 euro de plus que le parent gagne. Il n'a pas assez. Tu as aussi des disparités qui existent aussi pour les enfants issus des milieux ruraux, par exemple, qui n'ont pas accès à l'information, qui ne savent pas qu'ils peuvent aller au Crous, ou les parents savent pas. Les parents ne savent même pas déjà, en fait. Ils savent même pas, ouais. Ils savent même pas qu'il y a des dispositifs qui sont là pour accompagner. Et du coup, l'école, comme je disais, l'école, ça a un coût. Donc, les parents, ils se disent, bon, moi, je gagne 2000, je gagne 1200 euros net par mois. À quel moment est-ce que j'accompagne mon enfant, en fait? À quel moment est-ce que j'accompagne mon enfant? Est-ce que mon enfant pourra faire les études? Est-ce que je pourrais l'accompagner? Donc, automatiquement, il te dit, oui, il va faire BTS. Pas parce que BTS, c'est moins coûteux, c'est juste que c'est pas long en termes de processus. Le bac plus 5, le master 2, c'est 5 années, en fait. Donc, c'est 5 années d'investissement, 5 années de financement. Il y a des étudiants qui arrivent, par exemple, à travailler et à faire leurs études, mais ils sont combien, déjà? Ils sont combien qui arrivent au bout? Voilà, ils sont combien qui arrivent au bout? Ils sont combien aussi qui arrivent à être excellents? Parce qu'aujourd'hui, désolé, mais il faut être excellent, en fait. Aujourd'hui, il y a un processus de sélection à l'université, il n'y a pas assez de place. Donc, s'il n'y a pas assez de place et qu'il faut être, en plus d'être excellent, il n'y a pas assez de place, tout de suite, quand tu vas travailler et que tu as des gens qui ne travaillent pas en face, la productivité n'est pas la même. Toi, quand tu viens, tu es fatigué. Tu produis quoi, en fait, derrière? Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est que là où tu n'étais pas un peu d'accord avec Anaël, dans le fait que, ok, tu arrives peut-être dans un cadre international, mais il y a aussi tout l'effort d'assimilation qui est fait. Faire des petits jobs parfois à côté, où tu investis du temps pour ça, et encore il faut revenir étudier, et c'est pas aussi évident, en fait. Absolument. Moi, j'ai pu peut-être travailler un peu. On n'a pas parlé de la catégorie socio-professionnelle de laquelle je suis issue, mais on me dira, oui, les étudiants qui viennent du bloc de l'étranger, comme nous là, ils ont pas vécu le modèle que je viens de décrire à travers Bourdieu, Sophie Orange, tout ça, et qui viennent de l'étranger, donc ils viennent par la voie internationale. Sauf que quand ils viennent par la voie internationale, la première année, c'est l'année de la socialisation. Il faut s'imprégner en fait des réalités de l'environnement, d'adaptation qui doit être mise en place. En plus de ça, il y a le fait aussi que les étudiants qui viennent ne sont pas tous issus de catégories socio-professionnelles élevées en fait. Mais au-delà même de la catégorie socio-professionnelle, il ne faut pas oublier que même en termes de simple conversion financière, en supposant même que tu sois une élite entre guillemets dans ton pays, quand on fait la conversion, tu es pauvre en France. Dans tous les cas. Dans tous les cas, tu es pauvre. Dans tous les cas, ça ne s'applique pas parce que l'euro, c'est pas le franc CFA. Voilà. L'euro, c'est pas le franc CFA. Donc derrière, forcément, tu vas devoir travailler. Voilà. Et sachant qu'en France, le système n'est pas organisé comme peut-être dans les systèmes anglo-saxons pour faciliter le travail. Donc forcément, tu perds. Soit tu choisis en tes cours, ou soit tu te dis, je vais en TD où je fais les contrôles terminaux. Sauf qu'en contrôle terminal, c'est un cacao, comme on dit en griffe ivoirienne. C'est quoi les contrôles terminaux? Les contrôles terminaux, c'est qu'en fait, à l'université, tu as 2 programmes. Tu as ceux qui vont
Ils font tous les cours, ils font les TD, ils y vont, ils travaillent pas, ou ils travaillent, mais ils déclarent pas à l'institution scolaire, académique qui travaillent. Donc, ils y vont comme tout le monde. Et puis, tu as ceux qui choisissent le contrôle terminal. Ils se rendent compte qu'ils doivent travailler. T'as des gens qui sont pères de famille, qui sont mères de famille, ils ont des charges. Dans ma classe, en licence, il y avait une fille qui était mère de famille. Donc, tu fais comment? Tu te dis, tu vas en contrôle terminal. Ok. Donc, pendant que tes amis sont à l'école, ont le temps d'aller s'engager, de vivre la vie étudiante, d'étudier, de se rapprocher des profs, d'apprendre, de faire du réseau, d'aller à la bibliothèque. Toi, en fait, tu travailles. Donc, c'est le soir, quand tu as le temps, tu révises un peu tes cours et tu viens en contrôle terminal. Donc, tu viens, en fait, inégalement même, en fait. Oui. C'est-à-dire que pendant les examens, tu arrives, toi, tu n'es pas prêt. Les autres, ils sont prêts. Parce qu'en fait, en tout cas, ils ont eu plus de temps pour l'être. C'est ça. Ils ont eu plus de temps pour l'être. Et en plus de ça, ils vont aussi avec leurs notes de TD. Quand tu vas en contrôle terminal, tu ne vas pas avec tes notes de TD. C'est soit tu passes, soit tu passes, soit tu vas au rattrapage. Mais même là, parce que le rattrapage, je ne sais pas dans les autres facs, c'est comment, mais à Paris, le rattrapage, c'est encore plus difficile. Que le premier examen est difficile, mais le rattrapage est encore plus difficile. Donc, soit tu vas, soit ça passe, soit ça passe pas. Oui, en fait, il y a déjà une forme d'inégalité qui s'enchaîne, en fait. Absolument. Simplement. Qui s'enchaîne, non seulement avec la précarité aussi des jeunes, tout ça aussi. Mais du coup, c'est bien, on fait le constat. Moi, ce que j'avais surtout demandé à Naël aussi, et j'aimerais aussi avoir ton point de vue. Ok, d'accord, c'est comme ça, mais comment est-ce qu'on s'en sort en vrai? Ou peut-être, je comprends, il y a des milieux où tu rentreras jamais en fonction peut-être aussi de ton capital social, etc. Mais comment est-ce qu'on peut limiter la casse? Comment est-ce qu'on s'en sort? On s'en sort en se disant que je ne suis pas limitée. On ne s'auto-censure pas, en fait. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est que les jeunes, en fait, s'auto-censurent. Ils se disent, je ne suis pas légitime. On m'a parlé de la question de la légitimité, parce que tu m'avais demandé si j'étais légitime d'être dans certains milieux. Ils ne se sentent pas légitimes d'y être, en fait. Ils se disent que je ne suis pas compétent. Enfin, je ne sais pas parler en public, ou je n'ai pas reçu ce qu'il fallait pour y aller, donc je n'y vais pas, ou bien je ne retrouve pas les gens qui me ressemblent. Quand tu vas dans un bureau où les gens que tu regardes ne te... Je ne dirais pas ressembler, parce que c'est des idéologies de Rassemblement national et tout. Quand tu vas dans un bureau et que, a priori, les personnes que tu vois, ce n'est pas les personnes avec qui tu as l'habitude de discuter, dans l'immédiat, tu peux avoir le syndrome de l'imposteur. Tu peux te dire, mais je fais quoi ici, en fait? Je sais pas, donc tu vas t'auto-censurer. Alors, il ne faut pas s'auto-censurer. Il faut y aller. On a sa place partout. Peu importe l'espace, il faut se dire dans sa tête que j'ai pas de limite, en fait. J'ai pas de limite, je peux y aller. Tu peux essayer, il faut se casser la figure, mais le plus difficile, c'est d'essayer. Est-ce que si tu essaies, qu'est-ce qui te dit que ça va pas marcher? Et comment tu essayes? Comment tu essaies? Tu postules. Par exemple, dans la fonction publique, il y a des sites comme Choisir le service public. On parlait, parce que je t'avais dit qu'on allait parler un peu de où est-ce qu'il faut postuler. Il y a Choisir le service public, par exemple, qui est là, où tu peux postuler. Tu postules, tu travailles sur ton CV, parce que souvent on a dit oui, il y a le racisme, oui. Les dés sont pipés. Oui, les dés sont pipés. Tout ça, excusez-moi. Vous allez dire que je suis totalement hors sol. Oui, il y a des dynamiques racistes qui existent, oui. Mais si tu es bon, si tu travailles sur toi, sur tes capacités d'entretien. Je vais prendre mon exemple, par exemple, parce que c'est mieux de parler de soi que de parler des choses qu'on n'a pas vécues. Donc, comme je disais, quand j'ai fini le stage, je suis passée en prépa à l'IRA de Nantes. Sauf qu'à l'IRA, je me suis ennuyée. Je me suis ennuyée parce que c'est pas ce que je voulais faire, en fait. C'est pas ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours voulu être collab. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais dans la maison? Je me suis tout de suite ennuyée. Je me suis ennuyée parce que je revivais aussi des cours de licence, tout ça. C'était fatigant parce que j'étais en master. J'avais déjà fini le master et c'était ennuyant, en fait. Si c'était mon projet professionnel, il n'y a pas de souci. J'y reste. Comme on dit, tu attrapes ton cœur. Comme on dit chez nous, c'est pas rien. Tu attrapes ton cœur et tu y vas. Sauf que c'est pas mon projet professionnel. Je me suis pas retrouvée dedans. Et au moment où je dis que je ne veux plus continuer, les gens autour de moi comprennent pas, en fait. Comment ça se fait que tu es allé jusque-là? C'est sélectif, tu as la chance d'être là. Tu as un programme qui est financé, tout ça, tu as accompagné, tu as un logement, tu as tout, et tu veux pas y aller. Sauf que je veux pas y aller parce que je me retrouve pas là-dedans. Donc pourquoi me forcer, en fait? Sauf qu'au moment où je dis que je me retrouve pas, je n'ai pas... Vu que j'avais déjà un réseau et tout ça, donc je n'ai pas envisagé le fait que j'allais être confrontée au marché de l'emploi. Parce que quand tu es diplômé, oui, mais après, tu lâches du travail. Et que même quand tu connais les gens et que ça ne suffit pas, tu fais comment?
C'est là que tu vois ta capacité en tant qu'être humain à te réinventer, à travailler. Et là, tu travailles. Moi, j'ai passé une entretien où j'ai pas été pris. Je pouvais dire oui, c'est le racisme. Oui, il y avait des comportements qui me permettaient de le dire. Oui. Mais je me suis pas arrêtée à ça. Je me suis pas résignée. Je me suis dit peut-être qu'il faut que moi-même je me mette en cause. Est-ce que c'est pas ma manière de me présenter aux autres qui pose problème? Est-ce que c'est pas ma façon de construire mon champ discursif, mon argumentaire, ma façon de me vendre qui cause problème? Et je suis allée travailler là-dessus. Et j'ai été prise. Donc, comme quoi, il faut aussi, soit aussi en tant qu'individu, engager aussi sa responsabilité. Ça ne veut pas dire individualiser les problèmes publics dont on parlait tout à l'heure, qui sont issus du néolibéralisme, tout ça. Il faut soi-même aussi, à un moment, se dire qu'il faut que je sois aussi responsable, en fait. Il faut que je sois responsable de moi-même. L'environnement il y aura toujours des obstacles. Mais face aux obstacles, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu rebondis? Je pense que pour moi, c'est la clé. C'est ce que je pourrais dire à un jeune, en fait. Okay. Ce que je pourrais dire à un jeune, c'est se remettre en cause, travailler, se donner les moyens de réussir. Et puis, il faut s'engager. Peu importe ce que c'est, il faut s'engager dans une association. Il faut être utile, il faut sentir le besoin de s'engager. Aujourd'hui, on a des jeunes, désolé de le dire, mais qui ne se sentent même pas concernés par tout ce qui se passe autour. Oh, il y a des choses qui se passent autour, en fait. Voilà, c'est soit tu subis dans l'environnement. Dans l'environnement, il faut s'engager. Le rapport, si on veut parler du rapport politique. Le rapport politique, c'est pas seulement être dans un parti politique, c'est pas seulement être militant. Quand on s'engage au quotidien, quelque part, on participe à la vie de la société. Donc, c'est aussi un rapport politique. Donc, tu appelles les jeunes à s'engager? Oui, j'appelle les jeunes à s'engager. Engagez-vous, créez des assos, créez des podcasts, participez, sensibilisez. Et puis, représentez-vous, en fait. Parce qu'au final, ce n'est pas une question de capital économique. Ce n'est pas que les classes dominantes, les autres en face, ils veulent seulement s'accaparer les richesses. Oui, ils veulent s'accaparer les richesses. Comme tout le monde. Voilà. Mais ce n'est pas que ça, en fait. C'est une question de représentativité. C'est-à-dire que si... parce que les jeunes dont on parlait tout à l'heure, les jeunes se projettent, en fait, à travers des modèles. Si dans l'environnement, tu n'as pas de modèle vers lesquels te projeter, la projection va être difficile. Après, il y a des individus qui échappent. Il y a des travaux qui ont montré qu'il y a des individus, même s'ils ne sont pas issus de tel milieu, ils arrivent quand même à s'échapper. Nous, là, on est rares. On n'est pas beaucoup. On est 2 ou 3 comme ça. Donc, sur 10, là, je vais avoir peut-être 1,5. Je dis même demi parce que 2, même, c'est difficile. Qui arrivent à échapper à ce que l'environnement t'a assigné, en fait. À l'assignation de l'environnement. Donc, il faut que toi-même, en fait, tu prennes ton destin en main. Tu bouges, en fait. Il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Donc, quand je parlais de représentativité, il faut que nous, en fait, aujourd'hui, si nous, on est dans la sphère publique, c'est pour permettre à des jeunes femmes noires, à des petites filles ou à des petits garçons de se projeter à travers nous, de se dire que, elle est partie, je peux aussi y aller. C'est ça. C'est pas une question de tu gagnes bien ta vie, oui, mais c'est une question de représentativité. C'est ce qui fait que, par exemple, d'autres, en fait, y arrivent et nous, on n'y parvient pas parce qu'on n'est pas représentés, en fait. Il faut prendre sa place. Il faut prendre sa place. Il faut se donner le droit d'exister, en fait. Il ne faut pas traverser, je sais pas, il ne faut pas traverser la vie, il ne faut pas traverser l'environnement. Il faut exister, il faut prendre sa part. C'est très intéressant. Ça nous permet de rebondir sur une autre question. On sait qu'actuellement, tu es ambassadrice de Profil Public. Oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Alors, du coup, Profil Public, c'est une plateforme, c'est une entreprise aussi, une entreprise, une association qui travaille sur l'attractivité du service public. Comme je disais, aujourd'hui, dans le service public, on a des difficultés de recrutement. D'accord. On n'arrive pas à rendre attrayant le service public par rapport aux jeunes. C'est aussi lié à la question de la défiance dont on parlait vis-à-vis des institutions. C'est aussi lié au fait qu'on a toujours entendu que dans le public, les salaires sont bas et que les fonctionnaires ne sont pas rémunérés, ils ne travaillent pas, c'est le secteur privé qui travaille. Moi, je commence parfois mes journées à 9h30, je finis à 22h. Donc, quand tu me dis que dans le service public, on ne travaille pas, à quel moment, en fait? Donc, du coup, Profil Public travaille sur l'attractivité, travaille sur la marque employeur, travaille sur des sujets d'égalité, sur le mentorat, sur plein de sujets. Comment est-ce qu'on crée son branding? Comment est-ce qu'on crée sa marque employeur de sorte à ce qu'on puisse rendre son administration attrayante? C'est un peu sur ça qu'on travaille. Donc, il y a un guide de l'employeur qui est sorti cette année auquel tous les ambassadeurs ont
ont participé pour autour de chiffres, de travaux chiffrés, d'interviews avec des personnes qui sont déjà en service pour parler en fait de l'action publique, de ce qu'on fait et que vous avez aussi votre place dans ces milieux-là en fait. D'accord. Voilà, Donc c'est pour sensibiliser et aider les gens à se projeter dans le service public. Après aussi, comme on disait tout à l'heure, l'État aussi n'est pas sourd par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au fait qu'il y a des inégalités. Il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place, il y a des cités éducatives qui sont mises dès le collège, qui assurent la continuité pédagogique. Il y a aussi... C'est quoi ces dispositifs-là? Non, si tu peux te citer un ou deux. Oui, voilà. J'ai parlé des cités éducatives qui assurent la continuité, mais on a aussi les cordées de la réussite. Les cordées de la réussite qui permettent... Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, vous savez ce que c'est. Non. Donc, les cordées de la réussite, c'est un dispositif qui permet à des gens qui occupent des positions importantes dans le public d'accompagner un jeune, en fait, de lui montrer ce que c'est que la fonction publique, comment est-ce qu'on devient cadre de la fonction publique. Et ça, il faut postuler ou comment ça marche? Ça, c'est une association, il faut se rapprocher. Il faut rapprocher de l'asso. De l'asso. Parce que les cordées aussi, elles travaillent aussi avec l'éducation nationale, elles travaillent aussi avec les ministères, mais il faut se rapprocher de l'association en ligne. On revient toujours à l'information. D'ailleurs, j'ai une amie qui est engagée au sein des cordées. Je pourrais totalement. Vous mettre en réseau pour qu'elle puisse venir parler de ce que c'est que les cordées, de ce qu'ils font. Et qui, elle aussi, bosse, qui est agent public aussi. D'accord. Qui pourra aussi venir parler des cordées de la réussite. Il y a aussi un jeune, une solution. Je sais pas oui, si ça c'est démocratisé. Ça, c'est connu. Ça, c'est démocratisé. D'ailleurs, on avait travaillé à la NSL sur ce qu'il fallait mettre sur le dispositif. On a participé au test d'un jeune, une solution, tout ça. Okay. Il y a aussi mentora.gouv, je ne sais pas si vous connaissez. Mentora.org demain. Parce que moi aussi, j'ai été mentorée. Donc, j'ai mon mentor, je lui fais un petit coucou, Sophie Piton, qui est chef de service qui travaille au ministère de la Mer. D'accord. Voilà, qui m'a mentorée, qui m'a accompagnée sur mes questions d'orientation, sur mon CV, sur ma lettre de motivation, même pour et ça, c'est ouvert à tous? Ça, c'est ouvert à tous. Il faut aller en ligne sur mentora.org et il faut postuler. Et j'ai découvert mentora.org par l'ancienne ministre des Solidarités qui parlait du fait qu'elle a été mentorée, elle avait un coach et tout. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas mentora.org, mais c'est une façon pour elle de poser le sujet. Donc, il y a plein de dispositifs. L'État n'est pas sous. L'État fait des choses, les politiques d'égalité de chance à travers les REP, les ZEP, le fait de pouvoir faire HEC, le fait de pouvoir faire Sciences Po quand on n'a pas les moyens, tout ça, et de pouvoir bénéficier en fait de ce dispositif. Il y a des actions qui sont mises en place, sauf que ce n'est pas connu. Il y a aussi les prépas talents, parce que j'ai dit que j'étais en prépa, j'ai fait la prépa talent. Mais la prépa talent, justement, c'est aussi un dispositif de politique publique à travers lequel on démocratise en fait la fonction publique. Parce que comme on parlait d'inégalité, la prépa, ça se prépare, c'est payant, ça a un coût. Les livres, le temps, parce que tu dois être concentré, tu dois pouvoir étudier, tu dois pouvoir travailler, tu dois pouvoir te donner les moyens de réussir les concours. Parce que comme je le dis, ceux qui passent les concours en nom dans la fonction publique, l'INSP, c'est la licence. C'est Bac+, c'est ce qu'on appelle le niveau 6, c'est Bac +3. Mais sauf que ceux qui y vont, c'est des gens qui ont le master. Oui. Donc, les capacités de rédaction, les formations, c'est pas la même chose, en fait. On n'est pas sur le même type de profil. Et c'est des gens qui ont fait quoi? C'est des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont fait Paris, qui ont fait une prépa ENA, qui ont été accompagnés. Donc, derrière, l'État aussi permet aussi à des jeunes issus de la diversité. On dit, faut plus qu'on dise minorité maintenant, c'est la diversité. Issus de la diversité pour leur permettre aussi d'avoir accès à ces milieux-là. Okay. D'accord. Je crois qu'on arrive à la fin du podcast, malheureusement. Donc, je pense qu'on fera une deuxième partie. On fera une partie 2. Mais en vrai, moi, je trouve quand même que tu as beaucoup de choses très techniques. On ne peut pas juste survoler comme ça. Il faudrait peut-être reprendre du temps, même si on fait une masterclass. Et voilà, si les gens sont intéressés, s'inscrivent et tout. Comme ça, tu reviens en détail sur tous ces éléments-là. Et voilà, tu voulais dire oui. Je t'ai coupé la parole, désolé. Non, je disais qu'on arrivait vers la fin et que je pense qu'on peut revenir sur la question de l'invité précédent. Ah oui, il y avait la jobsetteuse, voilà, que je salue au passage, Marie-Christine, qui disait en fait que, elle voulait savoir en fait
quelle a été, toi, ta pire erreur dans ta vie, en vrai? C'est une C'est l'heure du question, thé. c'est une question assez difficile. Mais ma pire erreur, je pense que la réussite est faite de plusieurs échecs. Voilà, donc il faut accepter d'échouer. Ma pire erreur, c'est d'aller en prépa talent, en fait. Pour moi, on vient de parler de ça et dit que c'est sa Pour pire moi, erreur. non, oui, pour moi, c'est un accident de parcours parce que, non, quand j'ai fini le master, j'étais censée aller bosser en cabinet politique. Je sais pas à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé et je me suis retrouvée là-bas. Mais comme quoi, ça paye. Donc, pour moi, en tout cas, c'est mon erreur de parcours. Enfin, c'est une année, c'est pas une année de perdu, mais en même temps, c'est pas réellement c'est pour ça que je dis que la question, elle est vraiment difficile. C'est pas réellement une pire erreur parce que cette prépa m'a Toi, permis tu ne le vois pas comme une erreur non, dans parce ce que ça t'as vécu. ça m'a permis de me questionner, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que quand on parlait de qu'est-ce qu'on veut faire, quand on est jeune, on est en licence, après on se rend compte que, mais c'est pas ce que je voulais faire. Tu y vas encore jusqu'au master. Après le master, je te rends compte que c'est pas trop encore ce que je voulais faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, j'aimais pas Nantes, mais Nantes m'a permis de savoir réellement où est-ce que j'ai envie de m'orienter, en fait. Aujourd'hui, c'est plus clair dans ma tête. J'y vais. Donc, pire, bon. Franchement, je sais C'est la prépa. Enfin, prépa Nantes. Pour moi, en tout cas, pire erreur de parcours, c'est ça. C'est ça. Mais moi, il y a un autre truc qui m'intéresse aussi. Du coup, tu dis que tu sais où tu veux aller. Est-ce qu'on peut savoir ou bien c'est... C'est top secret. Est-ce qu'on a l'exclusivité ou bien... Peut-être. En tout cas, quand je dis que je sais où aller, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je n'ai pas envie de devenir fonctionnaire. Okay. D'accord. Voilà. J'ai envie d'être contractuelle, de m'explorer, de découvrir la fonction publique, elle est grande. Voilà, de la découvrir, d'aller en cabinet, de m'éclater. Tu disais tout à l'heure aussi qu'il n'y avait pas des salaires, il n'y avait que des salaires bas dans la fonction publique. Les salaires, oh là, Non, c'est pas cool. C'est ça, c'est les contrats. je vais revenir, je réponds à ça et puis je vais revenir. Oui, je sais où je vais parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de me monter dans le secteur public en tant que contractuel et ensuite m'engager en politique. Oui, je veux faire de la politique. Ouais, donc, si vous retrouvez sa tête quelque part, bon... Votez pour moi. Mais oui, mais la finalité, c'est ça. Hein. Votez pour moi, comme ça, je pourrai défendre nos intérêts, vos intérêts, les intérêts du peuple, voilà, dans les institutions. Et puis aussi, m'engager en politique aussi en Afrique à long terme. C'est pas quelque chose que j'exclus. Okay. Absolument pas du tout. D'ailleurs, je me prépare pour ça. Quand je vais aujourd'hui me former, quand je vais travailler dans tel domaine, ce n'est pas anodin. Parce que je me prépare, en fait. Donc, on ne peut pas échapper à son destin. On est à côté d'une future ministre... Présidente. Présidente même, faut dire. Why not? On touche du bois, comme on dit. Donc, comme vous disiez, oui, la fonction publique, c'est pas que des salaires bas. Okay. C'est pas que des salaires bas. On peut gagner dignement sa vie. Quand on compare les grilles salariales dans le secteur privé, peut-être d'autres secteurs, peut-être dans la finance, souvent, ils s'en sortent pas mal. Mais quand on compare les salaires, quand je dis finance, je ne parle pas de ceux qui font trading, tout ça. Hein, je ne parle pas de ceux qui sont en banque et tout. Mais tu parles de tout ce qui va être oui, ça va être corporate finance, investissement, blablabla, finance de marché, tout ça. Mais quand on compare les salaires dans le secteur privé, public, la distance n'est pas énorme. Ah ouais? Ok. Donc, souvent même, tu as des postes dans le public où on gagne le plus. C'est pour ça qu'on parlait des les grands codes de l'État, par exemple, ce qu'on appelle la noblesse d'État. Okay. Dans les grands codes de l'État... La noblesse d'État, c'est quoi les salaires à peu près? Tu as des salaires qui partent de 10 000 dans le public. Hein. Là, on parle de salaire, on ne parle même pas de... oui, par mois. On parle pas de... Oui, il y a les privilèges, mais là, on parle de salaire, on ne parle pas de tu as investi et tu as eu retour sur bénéfice. On parle de salaire, du travail que tu as fourni. Voilà, donc c'est pour ça que j'invite des personnes à y aller. Et comme Bourdieu le disait si bien, tu as des personnes qui ont fait telle école. C'est pas l'idée de comme on parle de transmission, ou on parle de clientélisme, de corruption, enfin en Côte d'Ivoire on dit ton papa est ministre ou bien ton oncle est ministre, on te prend au village là-bas, tout à coup on te met dans un poste au-dessus d'un concours. Sauf que dans toutes les sociétés, en fait, ce genre de distribution sociale existe, sauf que ça se manifeste de différentes manières. En France, tu as des gens dont les parents ont fait Sciences Po. Après Sciences Po, on te conseille, on te dit passe tel concours. Après tel concours, on te dit fais ceci jusqu'à arriver. Voilà. Donc, venez dans le public.
la vie n'est pas si minable, en fait, au sein du service public. Dans le service public. Et toi, c'est quoi ta question pour l'invité prochain? C'est difficile. Il n'y a pas ça sur les fiches. Il faut trouver la question. Ma question pour l'invité, pour le prochain invité. Ouais. Ah non, je pense. C'est qui déjà? On ne sait pas. On ne sait pas. Il faut seulement poser la question. Non, on ne sait pas. Sinon, on s'adapte. Hein. Mais sinon, on réfléchit. Est-ce que... Oui, vas-y. Oui. Vas-y, on Non, réfléchit. j'allais dire, au pire, tu dédicaces avant, comme ça, dans ton esprit. J'ai trouvé la question. Ah, j'ai trouvé la question. Mon petit doigt me dit que ça sera quelqu'un qui fait un peu de politique. Ah. Donc, tu veux forcer le calendrier. Tu veux forcer le calendrier. Je vais lui poser cette question-là. Est-ce que s'engager politiquement en France est une limite à s'engager politiquement par la suite en Afrique? C'est une bonne question. Ok. C'est une bonne question. D'accord, intéressant. C'est ça ma question. Maintenant, le jeune que je voudrais dédicacer. Ah, tout est écrit, hein. C'est le ou bien les, parce que je vois une longue liste là. Non, c'est le. Je peux dédicacer combien de personnes? C'est nos limites, hein. Nos limites. Mais c'est pas Fali aussi, hein. Faut réduire la liste un peu. Oui. Quand même. Du coup, je voudrais dédicacer 2 jeunes. Ok. Un issu de... cette histoire d'issue de l'immigration, ça me fatigue. Un issu de l'immigration, vu que c'est comme ça que... Enfin, c'est à travers les mots qu'on comprend les choses. Donc, un Béninois, Moufid Alaoufé, qui est ingénieur logiciel, qui a 9 ans d'expérience dans la programmation de la conception d'applications, qui a mis en place une application qu'on appelle Chilo, qui permet en fait de vendre des kilos sur Internet en toute sécurité. Par exemple, si tu voyages. Si tu voyages, c'est pas mal, ça. Tu peux vendre tes kilos. Là, c'est une application qui est globale, qui est mondiale. Donc, tu peux vendre tes kilos et ensuite... Ça s'appelle comment, t'as dit? Chilo. Ok, ça s'écrit comment? S-H-I-L-O. Ah, ok. D'accord, Chilo, ok. Je vais revoir, je vais regarder, ok. Ok. Et du coup, le deuxième jeune, c'est Guillaume Wessler, qui est un jeune Français qui s'est engagé récemment en politique, qui veut devenir maire de Chiltigan. Votez pour Guillaume, c'est une personne très engagée, une personne sérieuse, une personne qui est motivante, qui est inspirante, et une personne pour qui la précarité des jeunes ou la vie en fait de tous les Français est très importante. Ok. Voilà. Bah, votez pour Guillaume. Guillaume. On va devenir un podcast politique. Hein. On va faire des campagnes. Non, de manière, on explore tous les sujets. On parle de jeunesse, on parle d'orientation. Mais oui, donc, mais tu sais quoi, en fait, si tu compares notre génération à la génération précédente, on est de moins en moins engagés en politique. Oui, et ça, absolument. c'est vrai ce que tu dis. Absolument. On est de moins en moins engagés et après, on se plaint de tous les problèmes qu'on rencontre, alors que si on était représenté, peut-être qu'on aurait trouvé des solutions. Oui, absolument. On aurait trouvé des solutions. On n'aurait pas laissé les autres parler pour nous. Exactement. Parce que qui peut mieux parler de la jeunesse que la jeunesse? Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas parler, mais qui peut mieux parler de la jeunesse que la jeunesse elle-même? Il y a des pluralités de jeunesse. Il n'y a pas une seule jeunesse. Il y a plusieurs types de jeunesse. Il faut que tous ces types de jeunesse soient représentés en fait, dans les institutions politiques. D'accord. Je crois que c'est un très beau mot de la fin. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, merci à toi. Merci à vous pour l'invitation. Merci Anaïs. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, rien à rajouter. Un podcast très intéressant. Je pense que... Mais il y aura la masterclass. Masterclass, voilà, des tips, des informations concrètes et techniques. Voilà, on va faire ça. Donc, merci beaucoup à toi. Merci pour ton temps. Tu avais pris le temps aussi de détailler toutes les infos, en tout cas, tous les astuces, les tips et aussi les informations très techniques quand même. On est à la fin. On est à la fin. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. Voilà, c'était très intéressant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vraiment en fait ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, surtout, moi je les enverrai à Diarra qui pourra prendre le temps aussi de répondre. Et voilà, continuez de nous suivre, abonnez-vous, partagez le lien à quelqu'un et puis on se dit à la prochaine. Ciao!